Je me tourne vers vous, Memona Interman. Je m'adresse à un grand reporter que vous êtes. Quel regard portez-vous sur cette situation qui devient ingérable et qui risque de devenir encore plus ingérable, puisqu'on l'évoquait tout au long du week-end avec une nouvelle vague potentielle qui est annoncée le 15 août. Et on voit ce cri du cœur de ces habitants qui demandent à Pedro Sánchez démission. Et d'ailleurs, on avait un témoignage qu'on écoutera tout à l'heure de cette épicière qui a vu son commerce littéralement envahi en disant Pedro Sánchez, il est en vacances, il n'est pas là, mais nous, on doit gérer la situation et c'est ingérable. Mais Thierry, vu d'ici, moi j'imagine très très bien la situation sur place. Les auditeurs d'Europe 1 ne le voient pas, mais les images sont absolument éloquentes. On sent cette détresse, ce sentiment d'abandon. Et au fait, les habitants de Ceuta nous appellent au secours. Nous aussi, nous autres Européens. Que ferions-nous à leur place? Que feraient les Polonais si tout d'un coup, à Gdansk, sur la Baltique, tout d'un coup, voilà, il y avait un afflux de population soudain sur les plages de Sopot, de Gdansk, etc. Est-ce que nous ne réagirions pas? Est-ce que ce n'est pas le devoir de l'Europe de faire un geste et en tout cas de leur dire qu'ils sont européens, nous sommes européens et qu'il y a forcément un sentiment de solidarité? Pourquoi on n'en parle pas beaucoup? En fait, j'ai regardé un peu la presse. Heureusement que vous avez envoyé une équipe sur place. Heureusement qu'il y a des témoignages et qu'il y a l'attestation d'une situation qui existe. On n'a pas beaucoup parlé non plus des mouvements de population en Afrique du Sud, par exemple. Parce qu'il y a eu de très fortes violences, très récemment encore, à l'égard des étrangers arrivés du Nigeria, du Mozambique, du Zimbabwe, de la Rhodésie, enfin, de tous les... La Rhodésie, c'est le Zimbabwe, l'ex-Rhodésie, y compris donc de voisins plus lointains. On en a pas parlé, pourquoi? Parce que il y a le sentiment que ce n'est pas du racisme, c'est simplement des gens en Afrique du Sud qui défendent leur précaré. Là, à chaque fois, on nous met un bandeau de lecture, attention, racisme, parce que ce sont des populations venant d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb qui arrivent à Ceuta. Mais il s'agit d'une question de sécurité, tout simplement. On peut comprendre humainement le problème de tous ces jeunes du continent africain qui n'ont pas d'avenir. Mais ce n'est pas une solution que d'ouvrir les portes et de les laisser passer, parce que c'est à ce moment-là, que nous allons nous trouver devant une situation qui deviendra carrément ingérable. C'est un très grave problème, ce qui se passe à Ceuta. Ce n'est pas un mini-sujet sur un mini-territoire. Et Thibault Marcheteau n'a cessé de me le répéter. C'est-à-dire qu'on dit il ne reste plus que 2000 migrants. Le chiffre est bien au-delà. Et surtout, Thibault Marcheteau, en interrogeant tous ces jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, ils n'ont pas l'intention de partir, Georges Fenech. Ils veulent rester, c'est le rêve espagnol, ou le rêve français potentiel, ou le rêve européen. Mais potentiellement, et puis il peut y avoir un effet boule de neige. Oui, vous avez raison. Et dans le reportage de Thibault Marcheteau, il y a aussi un habitant de Ceuta qui dit, et j'ai retenu sa formule, nous sommes pris en otage. Bien sûr. C'est le terme. Nous sommes pris en otage. Pris en otage de quoi? D'une politique immigrationniste irresponsable de Pedro Sánchez, qui donne comme ça quelques signaux. Ça, c'est le premier point. Et puis, même si ensuite il envoie l'armée, c'est le pompier pyromane qui essaye un peu, voilà. Et puis, ils sont pris en otage aussi par les yeux de chimène que fait Pedro Sánchez à M. Tebboune. Bien sûr. Et on connaît le conflit qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc sur le Sahara occidental. Et donc, le fait d'aller voir M. Tebboune pour négocier le gaz, etc., a irrité fortement, évidemment, les autorités marocaines, que j'entends pas d'ailleurs. On n'entend pas trop ce grand pays qui est le royaume du Maroc et qui voit ses enfants partir, ses mineurs à l'abandon, comme ça, sans véritablement réagir. C'est un grand pays, le Maroc. C'est un pays qui va organiser la prochaine Coupe du Monde de football. C'est un pays à qui nous sommes amis. Et ils sont assez silencieux. Parce que moi, je ne peux pas croire que toute cette population, 70 000, je crois, sont arrivés comme ça, sans qu'il y ait quelque part des yeux qui se ferment pour les laisser passer. Ça a été un peu la réponse à ce que je viens d'indiquer par rapport au réchauffement avec l'Algérie, voyez-vous. Après, donc ces gens-là, eux, ils y sont pour rien. Ils sont pris en otage. Vous imaginez la population, la moitié en chiffre de leur population qui arrive tout d'un coup et qui déstabilise cette province espagnole. Donc voilà, et on ne peut que compatir, et je rebondis ce que ça dit Memona, effectivement, c'est un avertissement pour nous tous et pour l'Europe. Ça, c'est un signal d'alerte, si vous voulez. Très clair. Il faut vraiment que l'Europe, et on a vu les réactions de Mme Meloni, il faut que l'Europe soit intransigeante avec la politique immigrationniste de M. Pedro Sánchez.
hein, sans quoi l'espace Schengen va voler en éclats, si ce n'est déjà Et surtout qu'il n'y a pas d'harmonie en Europe, ça ne vous a pas échappé. Bien sûr. Évidemment. Et à votre place, je recevais hier soir Julien Drey qui voyait également autre chose, une volonté de déstabiliser le Maroc. Et vous avez très justement évoqué le rôle de l'Algérie. Raphaël Steinville. Oui, moi j'ai l'impression que le grand mensonge qui opère depuis quelques jours consiste à nous faire croire que la situation serait réglée à Ceuta. Comme le soulignait Thibault Marcheteau et comme le constatent les journalistes qui sont présents sur place, effectivement, la situation est toujours chaotique. Ce sont bien davantage que 2000 clandestins qui sont encore à Ceuta, plutôt de l'ordre de 10 000, si ce n'est davantage. Et les habitants, effectivement, assistent impuissants à l'abandon de Madrid. Où est Pedro Sanchez? Où sont les ministres de Pedro Sanchez? Où sont également les responsables européens? On a l'impression, et c'est pour ça que c'est important de continuer à parler de la situation de Ceuta, de la détresse que vivent les habitants de Ceuta, c'est qu'on a l'impression que la situation, elle est réglée, qu'elle est derrière nous, que d'une certaine manière, l'Europe a bien géré cette crise et ce chaos migratoire. En réalité, comme le soulignent les habitants et ceux qui se sont exprimés hier lors de cette manifestation, c'est toujours une vie qui est totalement bouleversée par l'arrivée de ces dizaines de milliers de clandestins et qui rend aujourd'hui difficilement supportable la possibilité de vivre à Ceuta. François Costantini est avec nous, il patiente depuis quelques instants. Merci François Costantini de participer à ce débat sur CNews et sur Europe 1. Quel regard portez-vous sur cette situation ? Ça nous a rappelé hier, en commentant ces images, c'est certains pays européens ont envoyé plein de drapeaux espagnols hier. Ça nous rappelait également cette manifestation à Londres et dans d'autres pays européens pour dire non à ces migrants, à l'arrivée massive de migrants. Oui, bonjour Thierry, merci pour votre invitation. Oui, en effet, les peuples européens ont pris conscience. Ils ont pris conscience également qu'il y a au-dessus d'eux également un arsenal juridique qui joue contre eux. N'oublions pas qu'il y a le pacte asile et migration qui a été sur initiative de la Commission européenne, adopté par le Parlement européen. Alors, on a un petit problème de fil rouge avec le fil vert. On vous a perdu, François Costantini. On va vous retrouver dans quelques instants. Est-ce que ça marche ou pas en régie ? Alors, on va faire un petit test. Oui, Georges, je le disais hier en commentant ces images en direct avec Thibault Marcheteau et Malo Steiner, ça me faisait penser à tous ces mouvements qu'on a vus émerger, et notamment assez symboliques en Grande-Bretagne, avec 2 grosses manifestations pour dire stop. Et on arrête tout ça. Bien sûr, mais les peuples européens, d'une manière générale, sauf peut-être Mme von der Leyen, voient bien qu'il y a une menace existentielle sur des flux migratoires incontrôlés, massifs, qui n'existaient pas dans les années 80 quand on a fait le traité de Schengen. C'était pas imaginable. Et on voit bien que c'est devenu aussi un moyen de diplomatie forcée, en quelque sorte, que ces menaces que Erdogan et d'autres de temps en temps ravivent pour obtenir... voilà. Donc, oui, la Grande-Bretagne a réagi. Un jour ou l'autre, vous verrez peut-être que dans notre pays aussi, il y aura ce type de réaction. On n'en est pas encore tout à fait là. On n'en est pas encore là. Raphaël Steinville. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous évoquez la Grande-Bretagne et ses manifestations... c'est assez symbolique quand on évoque la Grande-Bretagne. Qui sont survenues ces dernières années, on peut constater que les partis dits de gouvernement, aujourd'hui, qu'ils soient de gauche ou de droite, sont débordés par des partis qui sont beaucoup plus proches des aspirations ou des craintes, des angoisses identitaires de ces pays. Alors c'est vrai avec l'Angleterre, avec Reform UK, mais c'est vrai également en Espagne avec Vox, qui aujourd'hui, dans les sondages, non pas qu'ils sont devant le parti, le PP, donc c'est la droite, mais il les talonne, si ce n'est parfois, dans certaines régions, il les devance. Donc il y a une aspiration à un changement radical avec une contestation des partis qui se sont succédés de gauche ou de droite et qui
peu ou prou, ont mené la même politique en matière migratoire. Et aujourd'hui, c'est la vague et on est débordé. On a retrouvé François Costantini sur Europe 1, sur CNews. François, quel est donc votre regard sur l'évolution de cette situation? Il est urgent d'agir et surtout qu'il y ait une certaine harmonie déjà entre pays européens, ce qui est loin d'être le cas. Mais vous savez, les peuples européens ont maintenant un socle juridique, que je disais au-dessus d'eux, qui est le pacte asile et migration. Dès qu'on pose le pied avec le pacte asile et migration sur un centimètre carré ou un mètre carré d'un territoire européen, Ceuta et Melilla, il faut le rappeler, font partie de l'espace Schengen également. Eh bien, un migrant peut arriver partout en Europe. Donc, vous savez, dès qu'il y a un pays, notamment, qui ne joue pas les règles du jeu, eh bien, tous les pays payent. Vous savez, on parle de Pedro Sanchez, mais son mentor politique, José Luis Rodríguez Zapatero, socialiste, qui pratiquait également des régularisations massives, quand on lui disait finalement que vont faire tous ces migrants pour régulariser, il faisait comme ça, en disant ils vont franchir les Pyrénées. Pourquoi? Parce qu'ils vont aller dans le pays qui est le mieux disant, si l'on peut dire, en termes d'accueil social, qui est la France. En tout cas, Schengen aujourd'hui est un système qui a totalement failli. Schengen doit être en fait un système par et pour les Européens exclusivement. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait comprendre que les Européens, les ressortissants européens, passent les frontières européennes avec une certaine facilité. Va-t-on mettre un douanier sur le pont de Kiel? Peut-être pas. Par contre, le visa Schengen, c'est-à-dire le fait que dès que vous rentrez dans un pays, vous pouvez aller dans l'ensemble des visas Schengen, pose problème. Et c'est ce système-là qu'il faut revoir, qu'il faut, à mon sens, abolir pour que les pays, en effet, qui prennent, comme M. Sanchez, en effet, des décisions totalement folles, notamment de régularisation d'1 million de clandestins, il ne faut pas le dire, on paye eux-mêmes les conséquences et ne font pas payer leurs conséquences aux voisins. On voit déjà comment l'Italie de Mme Giorgia Meloni, elle, a réagi, notamment en rétablissant des contrôles aux frontières maritimes, aériennes également, avec des personnes qui viennent d'Espagne. Mais Mona Itterman. Alors là, nous sommes au cœur de l'été et c'est vrai que ce problème qui est une énorme épée de Damoclès sur la tête des Européens passe un peu à côté. En plus, il fait très chaud, les prix ont augmenté, etc. Mais il s'agit là d'une question proprement de sécurité. Et en faisant référence à cette volonté des migrants d'aller au-delà de l'Espagne, ce n'est pas un fantasme. Les migrants ont traversé souvent les immensités désertiques. Ils viennent de Conakry parfois, ils viennent du Soudan. C'est quand même très loin en Afrique, et pas seulement de l'Algérie et du Maroc, pour traverser ces barrières un peu fantomatiques de Ceuta. Ils n'auront aucune difficulté, en tout cas mentalement, à se dire on part, on quitte l'Espagne, on traverse les Pyrénées et on se retrouve à Hendaye ou plus loin ou ici. Encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir une réaction de xénophobie. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la sécurité des Européens à l'intérieur de leurs frontières. Et pour cela, les gouvernants en sont responsables. La sécurité des migrants eux-mêmes. Georges Fenech. Et la sécurité des migrants 140 morts d'après les dernières estimations. Absolument. Voyez-vous, et puis des jeunes qui sont non accompagnés, qui vont être un peu livrés à eux-mêmes. Et ils sont à 13 km, Ceuta, c'est à 13 km de l'Espagne, effectivement. Ça ne leur paraît pas quelque chose d'insurmontable, vous avez entièrement raison. Tôt ou tard, ces jeunes arriveront chez nous, c'est évident. Je vous propose d'écouter ce regard également de Simon Villouga, qui est de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, qui réagissait ce matin dans notre matinale sur CNews, où il évoquait que plusieurs pays européens seraient en discussion avec le Rwanda pour envoyer des personnes expulsées. Écoutez. Le règlement retour qui a été adopté mi-juin permet plusieurs dispositifs, dont ces hubs de retour qui permettent d'externaliser hors de l'Europe la rétention des étrangers en situation irrégulière afin de pouvoir les éloigner ensuite définitivement vers leur pays. Ce qui est intéressant, c'est que, à ce propos, le fait d'avoir recours à ce type de dispositif permet d'avoir un effet désincitatif assez important vis-à-vis des personnes qui voudraient s'instaurer en situation irrégulière sur le territoire, puisque les gens savent que possiblement, au lieu de se retrouver sur le sol européen, ils pourraient aboutir dans un pays qui n'était pas leur destination initiale. Solution ou pas, Harold Iman? La solution, c'est de sceller Ceuta et Melilla, que personne ne puisse jamais rentrer de manière illégale. C'est faisable. Il y a un projet d'étendre la jetée pour empêcher que les gens arrivent à la nage. Et parce que si ça recommence, les habitants vont partir, vont quitter Ceuta
et la souveraineté de Ceuta sera remise en cause, et de Melilla ensuite. Donc, il y a un problème en cascade de ce type. Mais Raphaël, ce qu'il faut dire, c'est que ce règlement retour qui a été adopté après que François-Xavier Bellamy ait considérablement bouleversé les alliances au sein du Parlement européen en élargissant vers la droite la possibilité de constituer une majorité, il est parvenu à faire considérablement changer les choses en Europe. La possibilité de constituer des hubs à l'extérieur de l'Europe pour justement gérer ces cas de personnes demandeurs d'asile ou personnes qui n'ont pas été reconnues comme éligibles à l'asile, c'est une solution. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la France, alors même que ce règlement européen s'impose à tous les pays européens, se refuse à utiliser cette possibilité qui est une manière pour les pays de justement contrecarrer cet état de fait qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'un clandestin, un immigré pose un pied dans l'espace Schengen, il est quasiment certain de pouvoir y faire son avenir, puisque pour la France, ce sont seulement 10% des OQTF qui sont exécutés, aux alentours de 20% au niveau européen. Dès lors qu'il y a cette impossibilité qui est faite pour ces candidats à l'exil de mettre un pied sur l'espace, dans l'espace Schengen, c'est finalement assécher cette filière d'immigration qui permet finalement, in fine, d'en faire des Européens. Georges Fenech. Mais quand Raphaël dit la France, c'est qui la France qui ne veut pas des hubs ? Emmanuel Macron. Il y a eu un débat à l'Assemblée nationale sur ces questions-là, sur comment... Pas à ma connaissance, évidemment. Non, et on a entendu, il y a eu une déclaration du président de la République dans son château qui dit ben non, moi j'en veux pas. Enfin, dans quelle démocratie nous vivons ? L'immigration est un sujet essentiel. Et majeur. Et aujourd'hui, on l'évoquait. L'Europe, vous vous rendez compte, cette avancée, il faut saluer le travail de François-Xavier Bellamy. Quelle avancée extraordinaire de reprendre l'idée de Madame Meloni, qui était évidemment extrêmement peu correcte au regard d'une certaine politique. Et là, tout d'un coup, on a la possibilité, effectivement, d'avoir ce moyen qui est très dissuasif, de refouler des migrants, des candidats à l'immigration. Et puis, le président de la République nous fait savoir que ce package-là ne lui convient pas. Oui, lui qui est plutôt européen, le plus européen des Européens, refuse une décision prise souverainement par le Parlement européen. Il ne vous a pas échappé la réaction d'Emmanuel Macron suite à ce qui s'est passé donc à Ceuta et la prise de position de Giorgia Meloni, qui sont quand même diamétralement opposés. Ça ne nous a pas échappé. Mais Mona Interman. Le refus de principe du président de la République est difficilement défendable. Pourquoi ? Est-ce que ce serait indécent de renvoyer, de refouler des Africains vers l'Afrique ? Est-ce que moralement, c'est indécent ? Ni moralement, ni politiquement. Il faut bien qu'à un moment donné, il y ait un tocsin et qu'on dise, écoutez, si vous venez, si on vous attrape, eh bien vous repartirez en Afrique. Le Rwanda, c'est en Afrique, à ma connaissance. François Constantini, le mot de la fin. Écoutez, vous savez, il y a quand même un exemple devant nous, c'est celui de l'Australie il y a quelques années, où il y avait le programme No Way. Il y avait plusieurs dizaines, voire centaines de réfugiés qui se noyaient. Et justement, je voudrais dire également aux associations dites humanitaires qui s'occupent notamment des migrants, c'est que lorsque l'Australie a mis en place ce programme No Way, c'est-à-dire qu'on a dit aux clandestins, vous ne serez pas accueillis, vous serez renvoyés chez vous, mais vous serez dans des en termes d'humanité et de sécurité totalement fiables. Ils ont été renvoyés vers des pays tiers dont vous parlez tout à l'heure. Le pays tiers, c'était la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il n'y a plus une seule noyade et il n'y a plus notamment un seul migrant illégal qui a été accueilli. Les drames des deux côtés, la population qui migre et la population notamment des pays d'accueil, eh bien, ces drames se sont taris parce qu'il y a eu un programme volontariste. Voilà, il faut un no way à l'européenne et à la française. Allez, pour terminer cette page consacrée à la situation à Ceuta, je propose de réécouter le témoignage très fort recueilli, témoignage exclusif, recueilli par notre équipe, Thibaut Marcheteau et Malo Steiner, de cette propriétaire de cette épicerie qui a vu cette vague d'une quarantaine de migrants déferler. Et je pense qu'elle dit beaucoup de choses et qui résume parfaitement bien l'état d'esprit des habitants de Ceuta. Il
y en avait beaucoup. J'ai vu toute la rue remplie et j'ai dit waouh. J'ai pris le guichet, je l'ai mis là parce qu'il est bien plus loin normalement. Et j'ai dit pour qu'ils n'entrent pas tous d'un coup. J'ai commencé à leur demander ce qu'ils voulaient. Mais eux, ce qu'ils voulaient, c'était entrer. Alors bien sûr, j'ai eu peur et j'ai voulu fermer le store, mais ils commençaient déjà à se marcher les uns sur les autres. C'était comme une avalanche, comme ils essayaient de rentrer et moi, je ne voulais pas qu'ils rentrent. Alors logiquement, je les poussais et eux me poussaient en retour. Au final, je suis montée sur le comptoir en hauteur et j'ai commencé à fermer la fenêtre, mais ils m'en empêchaient. Ils me poussaient, ils m'ont repoussé jusque là-bas quand enfin la police est arrivée et ils sont tous sortis en courant. Voilà, témoignage très fort et c'est important de la réécouter. Et elle disait d'ailleurs, parce qu'on l'a interviewé en longueur avec Thibault Marcheteau, mais Pedro Sanchez, il n'est pas là, il est en vacances. Et c'est à nous de gérer cette situation. Et voilà, c'est une. Je me mets à la place de cette femme. Hein, elle a du cran. Elle a du cran parce qu'elle était face à une vraie bande de gens, peut-être affamés ou qui simplement voulaient chaparder un peu. Ils ont trouvé une occasion. Donc, et toute seule comme ça, essayer de se battre avec sa caisse, sa fenêtre, je ne sais pas, c'est visuellement, et puis les mots également. Cette image a fait le tour du monde. Hein. Ah oui, mais tout le monde a... C'est un témoignage qui nous ouvre les yeux et qui nous force à être conscients de ce qu'il se passe à Ceuta, qui est notre propre miroir. Et c'est la raison pour laquelle je voulais absolument qu'on termine cette page avec ce témoignage qu'on vous a repassé tout le week-end, mais il est tellement important, elle dit tellement de choses. Bravo à votre équipe, hein, parce qu'il faut aller chercher ces témoignages-là, hein, quand on est en reportage. Allez.